Bon, ben, on va se lancer. Enchanté, Axel Malescassier. Moi, je suis le responsable du département santé chez My Serious Game. Donc, c'est moi qui vais vous présenter ça pendant une petite vingtaine de minutes. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, que ce soit un peu interactif. Aujourd'hui, on va plutôt parler des innovations pédagogiques par rapport aux enjeux, justement, dans le secteur de la santé. Je ne sais pas de quel univers vous venez. En tout cas, qu'est-ce qu'on met derrière la santé? Nous, on a pas mal d'aspects. My Serious Game, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Hop, voilà. On travaille dans tous les secteurs d'activité. On est spécialiste de la formation digitale sur mesure. Donc l'idée, c'est de partir des besoins, comprendre les problématiques, enjeux de formation, de développement des compétences, de sensibilisation, de prévention aussi, voire même de communication avec la dimension plutôt gaming, ludification. Et à partir de cette analyse, on va raccrocher une ou plusieurs modalités numériques. Ça va être du e-learning, du serious game, l'AVR, des applis. Mais à chaque fois, on va se concentrer sur quelle est la réelle valeur ajoutée pédagogique de ces outils, en fait. Donc partant de là, ça veut dire qu'on peut tout faire, mais en même temps, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc au sein du département santé, on est spécialisé sur le secteur à la fois privé, les hôpitaux, les CHU, les établissements, structures publiques, organismes de formation, facultés, etc. Mais aussi côté privé avec les industries pharma, les grands groupes privés, d'EHPAD et autres. Et puis, bien sûr, les entreprises, les groupes privés en tant que tels, de manière générale. Donc on a ce focus-là, parce que je vous montrerai un projet à la fin. On a développé un premier module de simulation dans ce sens-là, et après on nous a demandé d'autres choses sur toute la partie santé, sur des différentes filières du médical principalement et du paramédical. Donc voilà, pas mal de choses déjà abordées. Vous voyez les typologies d'acteurs avec lesquels on travaille. C'est des approches, des besoins, un contexte différent à chaque fois. Le secteur de la santé, je ne vous refais pas d'image sur le contexte, même avant le Covid, avant tout ça. Il y a énormément de tensions sur le marché du travail, énormément d'enjeux de recrutement, d'attractivité des métiers, de fidélisation aussi, et une acculturation au numérique qui est besoin d'être lancée, qui n'est pas forcément, je vois des sourires, qui a besoin d'être lancée, mais qui a un train de retard clairement sur d'autres secteurs d'activité. Et là, il y a une prise de conscience vraiment depuis, je dirais, ces années Covid qui ont bouleversé beaucoup de choses, et une vraie évolution là-dessus, à la fois à côté des structures publiques avec beaucoup aussi d'aides de financement, mais aussi du côté des structures privées qui veulent aussi se renouveler. Alors, au niveau des innovations, moi j'ai recensé un certain premier panel, on va dire, d'innovation. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures, donc l'idée c'est plutôt de synthétiser les choses. Je suis parti de ça. Alors, il y a des innovations, en tout cas des enjeux d'innovation qui sont à la fois sur des thématiques, sur des technos et sur même de l'organisationnel. D'un point de vue déjà pratico-pratique, sur des thématiques, pour commencer, le sujet de l'onboarding, l'intégration. Mettre vraiment en bonne condition des nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver, qui découvrent la structure, qui ne connaissent pas les bonnes pratiques, qui n'ont pas forcément les compétences métiers non plus, de pouvoir vraiment les rendre fidèles pour du long terme avec différentes approches. Donc ce travail d'onboarding, on a fait énormément de projets, nous, ça fait 10 ans qu'on existe. Je crois que moi, ça fait 9 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé mon premier projet sur l'onboarding pour Bouygues Immobilier. Aujourd'hui, c'est plutôt les CHU qui vont nous demander ça, c'est les laboratoires, voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment cette prise de conscience aussi de cet enjeu d'intégration des collaborateurs. La partie e-santé, là, elle est propre à vraiment l'évolution des technologies, du numérique en santé. Il y a un référentiel qui a été déployé en 2021, donc qui prend 5 blocs. On a de la cybersécurité, des données de santé, de l'éthique en santé. Enfin, on a énormément de choses. L'IA en santé, ça c'est quelque chose qui est énorme et qui est très très important, parce qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup de biais. Et donc il y a énormément de projets, il y a des consortiums qui sont créés dans ce sens-là et des structures qui vont développer beaucoup de catalogues, de e-learning, de MOOC, ce genre de choses. Et nous, on nous sollicite pas mal sur des mises en situation. Voilà, je suis en pleine gestion de crise, j'ai un énorme carambolage aux urgences. Et en même temps, on me demande des autorisations qui sont un petit peu bizarres.
le mail, il n'est pas vérifié, je ne sais pas trop d'où ça vient. Comment gérer ça? Enfin, comment être conscient de ces choses-là dans une situation de crise où on est en gestion express de tous les événements. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, thématique. Après, il y a l'approche, je dirais, technologique. Technologique, je vais aller sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est le grand mot, vous allez en voir partout aujourd'hui, ça va être génial. L'idée, c'est de l'utiliser à bon escient. Moi, je suis vraiment toujours dans cette approche-là. Elle a une valeur ajoutée à certains moments, mais il faut toujours, à minima, une relecture d'un formateur, d'un enseignant, d'un expert qui va revalider les contenus et s'assurer qu'ils correspondent bien aux attentes et à l'éthique qu'il y a derrière. Donc, l'IA, on l'utilise sur des petits comme des gros projets. Sur les petits projets, ça va plutôt sur la génération de contenu. Je vous donne un exemple. Pour un organisme, on avait développé de la mise en situation, voilà, avec du client. Et l'idée, c'était de pouvoir échanger avec un chatbot d'IA, pour le coup, qui s'enrichissait en continu et qui s'améliorait par rapport aux échanges sur la mise en situation. Donc ça, c'est plutôt l'IA qui va après interagir. On n'a pas d'ingénieur pédagogique qui a développé à chaque fois l'architecture, l'arborescence, tous les dialogues. Si je clique sur la bonne réponse, alors j'ai ça, sinon j'ai ça. Tout ça, ça avait été intégré dans un script d'IA qui vient générer les choses. Et après, on a des situations un petit peu scalables sur des projets beaucoup plus d'envergure où là, on va avoir de la génération de scénarios complets. Je pense à une annonce grave, par exemple, d'un patient malade. Voilà, je voudrais une annonce grave avec un patient de tel âge, avec telle pathologie, génère-moi le scénario. Et l'IA va pouvoir générer cette partie. Et ensuite, deuxième IA, elle, c'est ce qu'on appelle du speech to text. Speech to text, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur l'expérience utilisateur, la faciliter au maximum avec du vocal. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à écrire mes réponses ou à choisir le dialogue A ou le dialogue B, je vais être clairement dans m'exprimer. Et en fait, l'IA va reconnaître, va identifier les mots-clés et elle va interpréter la réponse pour après orienter sur la suite. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on travaille pour des publics qui sont pas forcément à l'aise avec du numérique, pas forcément des équipes de terrain qui sont vraiment dans le speed, sur du micro-learning, des choses comme ça, et sur des personnes en situation de handicap, par exemple aussi, où on a tout ce travail-là qui peut être à développer. Donc on a des demandes dans ce sens, justement. Je pourrais vous donner, après l'atelier, si vous voulez, plus d'exemples. Après, il y a la manipulation par la réalité virtuelle, donc la VR. La manipulation, c'est qu'aujourd'hui, alors moi je vais aller moi-même faire ma veille sur le salon, voir comment c'est développé par les confrères, mais on a du coup la réalité virtuelle qui vient travailler les savoir-faire, mais en même temps, quand on doit manipuler, toucher, faire bouger, voilà, lever le bras d'un patient, le déplacer, on ne peut pas matériellement traduire exactement ce qui se passe dans la vraie vie quand je vais lever le bras du patient. Et on nous attend là-dessus, on nous challenge là-dessus, et les nouvelles technologies, je pense aujourd'hui, commencent à être matures pour le permettre. Mais l'enjeu qui vient derrière, vous voyez peut-être venir, c'est l'enjeu budgétaire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais après, il faut avoir le budget associé aussi et le temps de travail nécessaire. Donc voilà, en tout cas sur vraiment du savoir-faire pur et dur, de la manipulation de patients, de gestion de n'importe quel sujet, on est quand même assez sollicité. Peut-être que vous verrez d'ici un an ou deux des beaux projets comme ça sortir sur le salon de l'année prochaine, par exemple. Voilà. Petit teasing au cas où. Donc voilà, l'autre innovation, c'est le ludique et le gaming. Je vous l'ai dit, le secteur santé a besoin de rattraper un peu les autres secteurs, je dirais. Et on a un peu de retard là-dessus. Il y a différentes approches. Je dirais que du côté, par exemple, des médicaux, du côté médical purement parlant, on a une approche qui est très simulation, ce dont on vient de parler juste là, et on en reparlera après, mais très sérieuse, très je suis dans l'hôpital, il se passe ci, il se passe ça. À l'inverse, sur du paramédical ou dans, par exemple, l'industrie pharma, on va beaucoup plus aller sur ces univers gaming avec des applications, avec des jeux, avec du ludique de manière générale. Et ça, c'est un curseur qui est en train d'évoluer. On a par exemple des escape games totalement digitaux.
voire même en blended, qui peuvent s'adapter à la fois en semi-présentiel digital et en digital à 100%. Et on a des escape games comme ça qui marchent très bien sur des staffs pour former les professionnels de santé, sur des équipes internes, etc., etc. Donc c'est des approches ludiques qui permettent aussi d'intégrer du contenu formatif, bien sûr, et qui marche très bien. La simulation virtuelle, pour finir, je vais vous montrer un exemple à la fin, justement, sur la simulation virtuelle. Ça rejoint en fait l'idée de manipulation, c'est travailler la réflexivité, se dire, très bien, je suis dans une mise en situation, je peux me déplacer, je peux saisir cet objet, je peux aller échanger avec tel collègue, etc., etc. J'ai pas, très peu en tout cas, de feedback. On ne me dit pas, question 1, vous avez bon, on suit. C'est vraiment, j'expérimente, j'explore. Cette logique-là, on la retrouve après avec une notion de débriefing et des rapports qui vont beaucoup plus loin, qui sont data visualisés, qui vont beaucoup plus loin que le SCORM et les normes de taux de validation, temps passé sur la formation. Voilà déjà un panel. Après, je serais assez curieux de savoir voilà, dans l'Assemblée si vous en voyez d'autres, on pourra en discuter. Mais c'est déjà un premier tour d'horizon. D'un point de vue plus concret, il fallait quand même que je vous donne des choses un peu palpables. Donc on a développé avec les hôpitaux universitaires de Genève. Là, c'est plutôt sur la rubrique gaming ludique et onboarding, enfin un croisé entre deux enjeux d'innovation. Les hôpitaux de Genève, c'est assez conséquent, hein, pour le dire. C'est 13 000 collaborateurs, 1200 nouveaux arrivants par an. Donc une belle machine. Plusieurs hôpitaux, enfin physiques, plusieurs établissements. Il y a un enjeu énorme, je vous l'ai dit hein, au tout début, de fidéliser, d'onboarder pour des personnes voilà, qui viennent d'arriver. Donc, projetez-vous dans un grand hall avec 80 personnes qui viennent d'arriver. Et voilà. Donc, au début, il y avait un peu un format d'onboarding qui existait, qui était assez classico-classique, avec des interventions du directeur général, plutôt pour la culture, la philosophie de l'institution, des présentations, quelques activités un petit peu ludiques, mais le directeur général a vraiment fait un appel pour, donc je cite, renverser la table et bouleverser un peu ce parcours d'onboarding, ce qui a été fait du coup début 2023. Donc là, on est en train de développer encore le projet pour la suite, mais on travaille vraiment de ce qu'ils appellent eux le pré-boarding, c'est-à-dire avant même l'arrivée du collaborateur, jusqu'au post-boarding, c'est-à-dire au départ du collaborateur, pour soigner aussi l'image des HUG, avoir un départ en bonnes conditions et tout ce qui va bien avec. Donc, on a travaillé avec plusieurs sociétés. Ça, c'est, je dirais, quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est des partenariats avec des entreprises qui sont peut-être même sur le salon. On va avoir plusieurs sociétés qui vont travailler sur un même projet pour vraiment avoir les forces de chacune d'entre elles et intégrer ça dans un parcours global. Donc on a travaillé avec une société qui a développé un rallye. Un rallye, c'était vraiment une chasse au trésor en fait, dans les locaux des HUG avec la démarche de recherche un peu de l'histoire des hôpitaux de Genève. Il y a tout un trésor, il y a une histoire un peu mystique autour de ça. Et donc ça c'était l'arrivée en fait, des collaborateurs pour vraiment casser l'icebreaker des formations, les rendre plus à l'aise, les amener un peu aussi à comprendre l'histoire et les valeurs de l'entreprise et lancer les hostilités, comme on dit. Donc un premier rallye et l'autre société, en tout cas en dehors de My Serious Game, là c'était purement sur un escape game physique, pareil, dans d'autres établissements où on va avoir des systèmes de RFI qui vont scanner dans les différents services, permettre de débloquer des cadenas, etc. Enfin, la logique d'escape game qu'on peut connaître, mais version grande échelle. Et nous, du coup, My Serious Game, on était au cœur de ce projet-là avec une application gamifiée qui a vocation à rendre légers les contenus et les distiller au fil de la période d'intégration. Donc, on a par exemple des petites notifications qui sont envoyées soit par mail, soit par SMS, tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça va d'une micro-vidéo du directeur général à un petit learning, 3 quiz, une info de la RH, où aller chercher son badge, quelles sont les valeurs des HUG, etc., etc. Et tout ça, voilà, de manière séquencée. Et à chaque bonne réponse, évidemment, on a une dynamique aussi qui donne envie d'y revenir, avec l'idée de construire son quartier, ou plutôt reconstruire les hôpitaux de Genève. Donc,
Hop. Attendez. Ah, le teaser se lance pas en fait. Je comprends mieux. C'est pas grave. Je vous le montrerai plus tard si vous voulez. Mais l'idée en tout cas c'est d'avoir un quartier qu'on va reconstruire. Donc au début évidemment j'ai qu'un établissement et je gagne des points qui me permettent de construire la suite avec un peu la logique des Sims. Hein. C'est l'intention, en tout cas en game design, c'est l'intention des Sims de pouvoir après évoluer dans ce sens-là. On a en plus de ça un enjeu de pilotage, bien évidemment, sur toutes les formations, de savoir voilà, combien on a d'utilisation, etc. Donc les plateformes LMS permettent ça. Là, on a développé, pour des raisons plutôt techniques, le fait d'envoyer des SMS, ce genre de choses. On est sorti de ce scope-là. On a développé un back-office complet qui permet au HUG d'identifier davantage de données, d'aller plus loin dans ces éléments-là, et en plus de transposer derrière via une API vers le LMS des HUG pour ne pas multiplier les outils et avoir quelque chose de fusionné. Et donc ce projet-là, il est complètement scalable. C'est un exemple de ce qu'on fait donc là pour un sujet d'onboarding, mais on pourrait complètement reprendre les mécaniques, traduire ça sur un sujet métier, sur un autre parcours d'onboarding dans une autre structure. Voilà, chez vous demain, ça peut complètement s'adapter selon un peu l'analyse qu'on pourrait en faire. Donc on essaie, nous, d'être dans cette démarche aussi. On a tout un panel de projets qu'on appelle out of the box, qui sont des projets à succès, comme ça, qu'on cartonné chez certains clients et qu'on vient transposer et reproposer à d'autres structures. Donc ça, c'était un premier exemple. Le deuxième vient travailler l'attractivité du métier de pharmacien d'officine. Donc c'est un projet qu'on est en train de sortir, là, qui est sorti depuis quelques semaines. Hein. C'est tout, ça sort du four, comme on dit. Là encore, des enjeux de pénurie de professionnels, surtout dans la région ciblée, qui est la région centre, qui est très rurale pour le coup, c'est assez éclaté. Et donc, on a des officines, hein, des pharmaciens qui sont obligés qui à la base, il y a peut-être une vingtaine d'années, auraient revendu à prix d'or leur pharmacie, et là, qui sont obligés de la fermer. Et donc, ça crée des grosses pénuries dans les petites villes, les villages, etc. Et même dans les centres-villes, il y a des difficultés aussi à recruter des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie. Donc l'URPS, c'est l'union des représentants des professionnels de santé pharmaciens, pour le coup, ici. Et voulait travailler sur cette approche-là, puisqu'ils ont un enjeu de formation sur le territoire. Ils sont venus nous voir et nous ont dit, nous, on voudrait un serious game. Très bien. Mais pourquoi faire? Quelles sont les intentions? Quels sont les besoins? Donc je vous parlais tout à l'heure de cette analyse-là. Donc on a fait cette analyse. Et finalement, on a proposé plutôt une démarche d'AMOA, une prestation de conseil finalement, en disant on va déjà faire l'analyse de l'écosystème, de comment ça marche, de vos besoins, des parcours, des filières, des passerelles qu'il peut y avoir. Donc on a fait ça sur un certain nombre d'ateliers. On a fait un rapport vraiment assez complet sur le sujet, comme un cabinet de conseil finalement, auquel après découlent des actions digitales qui peuvent être hyper pertinentes. Donc de ces actions digitales est né ce premier projet, qui est une première brique, projet de réalité virtuelle, qui est à deux facettes. On a de la captation 360 et on a de la 3D. Vous voyez un peu dans le teaser qui tourne. Donc deux approches, la captation 360 dans une visite d'officine interactive. Je vais échanger avec des pharmaciens, je vais aller voir, essayer de revaloriser le métier en disant c'est pas que vendre des médicaments et travailler le samedi. Ça va plus loin que ça, c'est une démarche de conseil, de proximité avec les patients, de gestion aussi d'entreprise finalement. Et donc on va valoriser ça à travers des échanges et des discussions. Et en parallèle, pour une approche un peu plus jeune public, un peu plus étudiante, parce qu'on cible surtout ça, c'est donner envie aux jeunes finalement du lycée jusqu'aux études de médecine d'aller vers ce métier de pharmacien et même au sein du métier de pharmacien d'aller vers l'officine, de valoriser le métier officinal. Donc, on commence à déployer ça. C'est déployé sur les forums. C'est déployé en ligne aussi à côté. Et donc ça, c'est un premier projet qui va après se poursuivre avec d'autres approches sur la vaccination, sur la chirurgie bariatrique pour les personnes en situation d'obésité, etc., etc. Donc, déployer et rendre ça, encore une fois, scalable sur d'autres cas de comptoir. Et enfin, je vais boucler la boucle. Je n'ai aucune notion du temps. Ouais. C'est fini depuis bien 2h30. Ça, c'est plutôt l'approche simulation avec un projet d'envergure aussi. 5 scénarios où on est totalement libre dans la navigation. Je vais pouvoir aller au dossier patient, choisir le dossier, identifier la chambre de mon patient, me déplacer, communiquer avec lui,
choisir le dosage, etc. Tout ça avec très peu de feedback. C'est l'exemple que je donnais au tout début, en disant on a des feedbacks à la fin sur les rapports que vous voyez sur la droite, qui sont data visualisés, qui sont pris par le formateur, et le formateur fait ce feedback. C'est la démarche de débriefing et la logique de simulation, pour ceux qui connaissent la simulation pleine échelle, simulation de mannequin finalement, qui se transpose sur un univers virtuel. Voilà, donc je raccourcis parce que le timing est serré, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout dernier message en ouverture, la semaine prochaine, on organise un webinaire en ligne. Vous pouvez vous inscrire et scanner. Donc des professionnels aux équipes terrain, comment la gamification peut être une clé de succès de vos projets, avec une orientation peut-être un peu plus industrielle, orientée vers les groupes privés. Donc n'hésitez pas en tout cas à partager ou à vous inscrire. On sera heureux de détailler pas mal de choses aussi. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Oui, on a une antenne à Tours, on est basé à Tours surtout. On est tourangeau. À Tours ? Ok, et bah super. Bah oui, complètement, complètement. C'est moi. Ouais, bah je reviens vous voir, mais en tout cas oui, ça c'est le standard, complètement. Ouais. On a des tourangeaux dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Et ben merci en tout cas pour votre attention. Bon salon et à bientôt.